Ici, en dessous. Vous sentez cette odeur? Ouais, je sens aussi quelque chose. Voici le corps de Clinton James Pierce, âgé de 44 ans. Il est parti dans le garage de son ami le plus proche. James était porté disparu depuis plus d'un mois à cause de son histoire. Et compte tenu de la consommation de drogue, les enquêteurs supposaient qu'il s'agissait d'une overdose. Les habitants ont exigé que la police enquête, et un policier a commencé à soupçonner un tueur. Mec, quoi? Sérieusement, ça fait 3 corps là-dedans, mec. 3 personnes n'ont rien foutu, vous n'allez rien faire du tout. Ce n'est pas la première fois. Mon bébé est resté dans ce garage. Pourrissant comme une putain de merde. Un des détectives que je connais a dit « Ah, il a dû faire une overdose, c'est ainsi qu'ils l'ont retrouvé. » Non, c'est un homicide, ça peut être que ça. L'officier entreprend de découvrir la vérité, même s'il doit aller à l'encontre de ses propres intérêts. Et s'il ne l'avait pas fait, un tueur serait toujours en liberté. Laisse ta vitre! Mets tes 2 mains d'eau! Tard dans la soirée d'un jeudi, la police de Dayton dans l'Ohio reçoit un appel paniqué d'une femme affirmant avoir retrouvé son mari, mort, dans le garage d'un ami. Au bout du fil, c'est Amanda Carson. Elle a la voix tremblante, elle a du mal à contenir sa sœur Nicole, et lorsque les policiers arrivent, ils n'ont aucune idée que tout le quartier s'est déjà rassemblé. La scène est à 2 doigts de dégénérer dans le chaos absolu. C'est moi qui ai rédigé ce rapport. Bon, eh bien, pourriez-vous venir ici avec moi? On est presque sûr que ses chaussures sont ici. Voici son fils et voici sa femme, juste ici. Bon, ok, et pourquoi ne pas revenir? Ah, ce sont vos affaires ici? Eh bien oui, ce sont toutes mes affaires personnelles, et ici, sous... Oui, on là, dirait que c'est en juste dessous de ça. ici, en dessous. Juste ici, ouais. Sortez, ouais. Reviens par Ouais. ici. Et vous voyez ce truc là-bas, juste là où vous vous trouvez, à votre droite, c'est... Vous sentez Ouais, je cette sens odeur? quelque chose. Là, sous ça, dans le coin. Ça doit être par ici. Il me faut un soutien. Appelez le sergent, hein? Appelez le sergent! Sous des tas d'ordures gît le corps d'un homme de 43 ans, Clinton James Pierce, connu de tous, tout simplement sous les initiales CJ. Sa famille est furieuse, convaincue que la police a ignoré sa disparition pendant des mois, considérant simplement que c'est un toxicomane qui a fait une overdose. Mais l'agent Floyd se prépare à sortir, un résident panique et crie que ce n'est pas le cas. C'est la première fois que quelqu'un meurt dans ce garage. Il est en bas dans le... Où était Jay? Il est parti. Non. Sérieux? Vous ne le ferez pas, vous n'avez même pas pris la peine de vérifier son putain de garage. Allez, viens, quoi? Sérieux, ça fait 3 corps ici, mec. Il y a 3 corps. Pourquoi ne le feriez-vous pas? Regardez autour de vous et ne dites rien. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse des imbéciles? D'accord, comment obtenir ça? Parce que l'homme qui vit ici a déménagé. Ils sont partis. Je comprends, il figure dans le rapport. Oui, 3 personnes n'ont rien foutu. Vous n'allez rien perdre du tout. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. La scène est un véritable chaos. Nicole, la plante, sa sœur se tient devant la foule, la famille et les voisins de la victime. Selon eux, ici, plusieurs personnes ont été tuées dans le passé. Et avec le potentiel tueur en série en liberté, la foule est furieuse et se rapproche de l'agent Floyd, qui doit agir vite. Heureusement pour lui, Nicole sait exactement qui est le tueur. Et elle va jouer un rôle déterminant dans sa capture. Nous avons essayé de lui dire, il devrait venir jusqu'ici. Il est porté disparu depuis la Charlie. Charlie aurait adoré ce truc. Vous avez le droit d'être en colère, mais on a besoin que vous bougiez au fond de la ruelle. Reculez, d'accord. Allez, descendez, j'appellerai. Eh bien, j'ai les officiers ici, je suis quasiment la seule. Assez calme pour leur parler, je vais donc aller les gars discuter avec ces 2 officiers. Que voulez-vous qu'on fasse? Descendez là-bas. Si ce n'était pas lui, cet homme est sorti et a pris la déposition. Je veux dire, Jay nous a téléphoné. Il nous a appelé en disant c'est un toxicomane. Il est mort. La seule chose maintenant, ils vont maintenant avoir les preuves pour coincer Jay. Il a un Ça, corps de c'est père de quelque famille chose dans que le j'ai vu, garage. j'y ai pas touché. Ouais, ils L'équipe ont un cadavre dans le spécialisée garage. arrive. Quoi qu'il en soit, il devra en répondre. C'est vrai. Où est Jay maintenant? Ils vont l'attraper. Allez le chercher. La dame en rose vient de mentionner le nom de Jay, quelqu'un qui, selon elle, a récemment déménagé après avoir tué CJ. L'agent Floyd reconnaît le nom de Jay car il figure sur une liste de personnes portées disparues, qu'ils avaient choisi d'ignorer. Jay est le partenaire commercial et un ami de longue date de CJ. Il est désormais introuvable et Floyd craint qu'il est peut-être déjà loin. Mais pire encore, l'agent ne se rend même pas compte que Jay a tenté de dissimuler son acte horrible. Je suis vraiment désolée pour ça. C'est émouvant. Ah, absolument pas, je comprends parfaitement. J'avais un mauvais pressentiment en rédigeant le rapport. Les circonstances qui Je ont mené à m'appelle tout ça. Nicole, je viens de... C'est moi qui ai appelé le Ok, 911. ok. Sa Tu es femme est en bas, l'ex c'est ou sa sa femme? fiancée. Sa fiancée, ils n'étaient pas encore légalement mariés. À qui appartient Amanda ce bien? Fay, sa Amanda. fiancée, oui. Le type qui travaillait ici, sa fille a parlé d'histoires de conneries à lui dire. Qu'est-il arrivé à votre mari? Tu finiras par le savoir. C'est complètement dingue. Tout a été enregistré, donc si nécessaire, ouais. Donc d'après la petite amie de Jay, ils ont parlé ouvertement du meurtre de CJ en essayant d'intimider la famille, en particulier la sienne et Amanda. Mais avant que l'agent ne prenne la parole pour convaincre Amanda, il doit d'abord persuader le sergent que la mort de CJ est un homicide et pas un accident. Voici le sergent. D'accord, On va aider un peu la famille Ouais. et ensuite on va faire tout notre possible. d'accord. Bonjour, sergent. Et c'est un homicide. C'est une personne disparue à l'origine des circonstances suspectes. Cette maison appartient à des membres de la famille. Et il y avait un type qui vivait ici, il a déménagé il y a peu. Je le cherche en relâche et ils sont passés devant en voiture aujourd'hui. La porte était entrouverte, pas encore sûre, mais il y a quand même une odeur de cadavre. Ils ont ouvert la porte et puis plein de choses et sur le tapis, dans le coin, on a retrouvé le corps de son père. J'ai vu sa jambe, sa chaussure et ensuite on peut voir sa jambe. Quelles sont les circonstances de sa disparition? Apparemment il travaille, il a une camionnette de travail et il travaille avec le type qui habite là-bas. Mais ils ont dû être expulsés. Avec tout le monde sur les lieux qui pointe du doigt, la même personne, les officiers ont maintenant un principal suspect, Jeremy Van Voorhis, 47 ans. Un homme dont ils vont découvrir le long casier judiciaire. Pendant ce temps, l'officier va aller parler à l'épouse de la victime, Amanda. La police croit toujours que CJ était toxicomane et ils n'ont pas écarté la théorie de l'overdose. Amanda dénoncera ensuite comment la police s'est intéressée aux mauvaises choses depuis le début.
C'est lui qui est réellement Je propriétaire peux de aller la la maison. chercher pour toi. Ok. Parce que j'ai son téléphone juste ici. Je suppose que son fils s'est battu avec son père et a Ouais. quitté la maison. Amanda Ouais, c'est elle. Amanda, je sais que tu ne vas nulle part, ok, mais tu es la propriétaire? Oui, monsieur. Il y a une raison pour que tout le monde sache. Frappe à la porte et on attrape tout ce qu'on peut. Ouais. Mais c'est parce qu'on le fait sans mandat et cela va réfuter beaucoup de preuves. Pour que les détectives puissent vous parler. Oh, Ouais. je l'ai dit, il y avait quelque chose qui clochait. Ouais, je suis Il y d'accord. a un... C'est pour ça qu'il ne voulait pas de moi, autour de ce fils de pute. Et ce putain de détective, je lui ai dit depuis un mois. Il ne me laissait pas entrer dans la maison ou le garage. Il y a un problème. Bon, eh bien, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut rien faire, espèce d'enfoiré. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas vraiment pas rester les bras croisés maintenant? Comment cette histoire évolue-t-elle, hein? Il a vraiment sauté d'une voiture. Il a pris la voiture de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps, mon bébé a été là tout juste ici sous mon nez. Mon bébé est resté assis dans ce garage. J'ai tellement il sent comme une putain de merde. C'est toujours cette fermeture. Mais maintenant, tout ce qu'il a toujours été. Merci. Nous avons donné à ce fils de pute un endroit où vivre. Nous lui avons donné un emploi. Nous l'avons fait sortir de prison. Tout ça pour ça. J'ai dit vous tous. La fiancée de CJ est visiblement désespérée de réaliser qu'elle ne le reverra jamais. C'est le père de ses enfants. Elle a aidé Jérémy à obtenir une maison et l'a même fait sortir de prison à plusieurs reprises. Bien qu'il ait toujours choisi la criminalité, le mobile du meurtre était simplement indifférent sur de l'argent. Dévasté par ce qu'il a entendu, l'officier comprend enfin l'énorme erreur que la police a commis et le fait de ne pas enquêter plus tôt sur la disparition de CJ. À cet instant, l'agent Floyd s'approprie la mission pour découvrir la vérité et traduire le meurtrier en justice, même s'il doit se mettre en difficulté. J'ai dit que c'est toujours ce que je savais que quelque chose n'allait pas. Je viens de le dire à tout le Je monde. pense que c'est de la famille. Quelqu'un a appelé les détectives pour leur signaler qu'il consomme de la drogue. Mais les détectives ont rapidement conclu que pendant 12 ans, il a rien eu, un emploi stable, des petits-enfants, une famille, possède une maison où il vit avec sa fiancée. Je suis là depuis 15 ans et ils ont dit un truc du style dopé, quoi. Voilà, peut-être fait une overdose. Mais s'il l'avait fait, c'est pas comme ça qu'on l'aurait retrouvé. Expliquez-leur ce que vous savez, puisque vous avez pris l'initiative. D'accord, nous avons initié le rapport de disparition le 16 ou 17 juillet. La famille l'a décrit comme quelqu'un ayant un emploi stable, pas eu affaire à la police pendant 12 ans, la belle vie. Son collègue habite ici, le défunt. Et la maison appartient à la famille. Ils lui ont permis de vivre ici, il a un permis de séjour. Ils étaient collègues. Apparemment, ils travaillaient ensemble, ils rentraient ensemble. Il y a eu un comportement bizarre et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et sur ce bref discours, l'agent Floyd a lui seul fait progresser la recherche du principal suspect dans la mort de CJ. Une arrestation et un mandat d'arrêt est émis contre Jeremy Van Voorhis pour soupçon de meurtre. Peu après, les résidents se dispersent et la police retourne au commissariat, espérant que les résultats de l'autopsie donneront des éléments concrets. Mais personne ne sait où le suspect a pu se cacher. Et cela pourrait mettre des dizaines de vies en danger. Le lendemain même, les résultats de l'autopsie reviennent, révélant une blessure par balle à l'arrière de la tête. Le corps est dans un état avancé de décomposition et les enquêteurs déterminent que CJ est probablement décédé un mois plus tôt, au même moment où sa disparition a été signalée. Alors que les recherches pour retrouver Jérémy s'intensifient, l'agent Floyd appelle la femme de la victime, espérant qu'elle puisse l'aider à reconstituer ce qui a poussé Jérémy à s'en prendre à CJ. Selon elle, les deux hommes ont un différend au sujet de l'argent. Jérémy exigeait 30 000 $ en espèces pour le travail, mais CJ a refusé de les payer. Maintenant, l'agent Floyd se rend compte que si Jérémy est capable de tuer par pure méchanceté, nul ne sait ce que ce fugitif pourrait faire. Une autre personne avait des rancunes. Un proche de CJ, Amanda, avait mentionné la femme de Jérémy, âgée de 30 ans, Brandy Van Voorhis. Les détectives ont convoqué Brandy pour un interrogatoire. D'abord, elle est restée complètement silencieuse sans aucune coopération. Mais au fur et à mesure que l'interrogatoire avance, elle va commencer à se lâcher et donner le mobile parfait pour le meurtre. Mais avant ça, Brandy allait partager des détails clés sur CJ et Jérémy et la nature de leur relation instable. Vous pouvez prendre place juste ici, dans le coin. Vous êtes visiblement pas en difficulté. Et j'ai juste besoin d'avoir des informations, obtenir des informations sur votre relation avec Jérémy Van Voorhis. Eh bien, je l'appelle mon mari, mais nous avons été ensemble depuis que j'ai 18 ans. Cela fait combien d'années? Le 28 décembre, je crois. Et comment le sais-tu, Amanda ou CJ? Je les ai rencontrés en vrai par l'intermédiaire d'un ami commun il y a des années. Jay est poseur de moquettes et CJ a eu besoin d'aide à un moment donné. C'était par l'intermédiaire d'un ami commun, quelqu'un d'autre avec qui Jay avait travaillé. Ils se sont rencontrés en quelque sorte par le travail, les affaires. Oui, à peu près. Ils vivaient dans une communauté très soudée, un endroit où tout le monde veillait les uns sur les autres. C'est comme ça que CJ et Jérémy se sont rencontrés et ils ont fini par travailler ensemble. Mais après la disparition de CJ, dans le quartier, tout a changé. Ils se retournent contre eux. Quand CJ a disparu, la famille, je suppose que vous l'avez contacté. Ils ont appelé vendredi soir et nous a demandé si nous l'avions vu. Et Jay a dit non. Et puis sans s'en rendre compte, ils deviennent bruyants et ils se contentent d'accuser et pointer du doigt et provoquer une dispute. Et c'était ce qu'ils allaient faire. Et comment ils allaient nous faire du mal et ça et... Ils vous ont fondamentalement menacé pour essayer de découvrir où se trouvait CJ, n'est-ce pas? Oui, Ils pensaient oui. que vous aviez quelque chose à voir, c'est pour ça C'est qu'ils ça, vous et ça menacent? s'est passé directement de ça à la menace. Nous sommes liés, tu sais. Je ne vais pas le dire que nous passions du temps ensemble et faisions la fête parce que nous ne le sommes pas, ce genre de public, nous ne buvons pas et tout ça. Mais nos familles sont liées, vous savez. Si l'un des gars ne travaille pas et aucun d'entre nous n'a été pris en charge, alors pour voir tout le monde à la porte d'entrée, c'était un peu dingue. Et ce n'était pas tout. Juste les gars à la porte d'entrée, il y avait une file de voitures à peu près à ce moment-là. Il a décidé qu'il allait rouvrir la porte. Je me suis disputé avec lui et j'ai poussé le seuil de la porte et je lui ai dit qu'il dégage de mon Porsche et qu'il s'en aille. Et à ce moment-là, les voisins sortent et c'était comme essayer de calmer la foule. Mais à ce moment-là, il y avait des gens partout. Selon Brandy, CJ et leur famille, leurs voisins, ont été harcelés à cause de la disparition de CJ, allant même jusqu'à les menacer. Mais cette pression a eu l'effet inverse.
Cela n'a fait que renforcer la conviction que Jérémy était innocent. Et cela devient évident quand l'enquêteur lui pose la question: est-ce que Jérémy a tué CJ? Ok, est-ce qu'il a dit quelque chose? Avez-vous eu d'autres conversations concernant... Vous lui avez demandé s'il avait fait cela? Je lui ai demandé, il a dit non. Et vous savez, c'est comme dire, ayez confiance en moi, et nous sommes mariés depuis presque... Eh bien, pour nous, je dis mariés, mais nous avons été ensemble pendant près de 30 ans tous les jours, tu sais. Donc c'est comme être mariés, à peu près. Et tout ce que je peux faire, c'est juste pleurer. Je vais être honnête, je ne peux rien faire d'autre que pleurer tout de suite. Je dois dire que vous avez mentionné quand il a dit « Faites-moi confiance, ayez confiance en moi ». À ce moment-là, Brandy semble qu'elle est convaincue d'avoir suscité une certaine sympathie des enquêteurs après avoir décrit le harcèlement auquel ils avaient été confrontés. Mais quelques minutes plus tard, elle commet un impair et révèle accidentellement le mobile clair du meurtre. Comment faisaient-ils cela? Ils émettaient des chèques qu'ils se partageaient ensuite, ou ils émettaient un seul chèque J et un autre à CJ? Ils ont émis un chèque et c'était la même chose. Ça a été fait par Sherwin Williams. Quand vous êtes sous-traitant, vous avez en quelque sorte un chef d'équipe. Vous savez, alors vous devez transporter une certaine quantité de l'assurance et tout le tralala. Donc tout est dans le nom de CJ. Il y a donc un chèque et ensuite, après avoir payé, nous avons... Est-ce qu'ils utilisaient ça, cette camionnette blanche? Ouais. Évidemment, vous le savez. CJ a été porté disparu. Et son corps a été découvert dans un garage, au 408 Parcours, où vous vivez. Et genre, le dernier était... Où est le phrase? Le phrase, c'était le pavillon de Catherine. Ouais. Il y a une maison de retraite, Lincoln, quelque chose, juste ouais. là. C'était le seul gros boulot que Jay a fait sans CJ. Alors qu'il aurait dû être là. Le seul emploi auquel je peux penser, c'était une somme considérable. D'accord, évidemment, à peu près à cette époque, cela s'est produit où il pourrait être venu avec une grosse liasse de billets. Non, il n'y a pas de chèque de 4000 $. C'est presque comme si Brandy avait réalisé son erreur. Elle a tenté de faire marche arrière, mais le mal était fait. Les enquêteurs disposaient d'un mobile clair comme de l'eau de roche. Les paiements pour cet énorme projet étaient toujours en cours, et la disparition de CJ est parfaitement synchronisée avec ça. Et ce n'est pas une coïncidence. Ils sont donc convaincus que Jérémy est derrière ce meurtre. Mais le problème majeur subsiste. La police ne sait toujours pas quelle voiture il conduisait, ou ce qu'il pourrait préparer ensuite. Et au moment où l'enquête semble retomber, les policiers reçoivent une visite inattendue. L'un d'eux qui désigne directement le tueur. 6 jours après la découverte du corps de CJ, un homme entre dans la maison au poste de police affirmant qu'il sait où Jérémy se cache. Cet homme s'appelle Sean Conley, le meilleur ami de Jérémy depuis plus de 10 ans. Les policiers vont l'interroger, récupèrent tout ce qu'ils peuvent comme éléments et ils apprennent que Sean a récemment été libéré de prison. Un détail qu'ils connaissaient. Cela permet de faire pression et d'avoir uniquement des infos véridiques. Sean était le meilleur espoir à la recherche de Jérémy. Vous le connaissez? Ouais, c'est mon meilleur ami. D'accord, depuis combien de temps vous le connaissez? 10 ans? Au moins 10 ans. Ok, parlez-moi de lui. Si j'étais capable de vous emmener là où il se cache, c'est-à-dire... Là où il se cache. Cela dépend de votre coopération. Tu sais que tu peux aller directement en prison, on peut s'en occuper. Non mais c'est sûr, je peux. On cherche pas à blesser quelqu'un, je veux juste des infos fiables. Sean affirme que Jérémy se cache chez sa mère, à environ 45 minutes au nord de Dayton. Les détectives se rendent immédiatement sur les lieux et commencent la surveillance. Après plusieurs heures, ils repèrent Jérémy qui quitte la résidence et s'en va en voiture dans une Hyundai Sonata noire. Mais lorsque les agents tentent d'arrêter Jérémy, il prend la fuite. Il sait que la police a suffisamment de preuves pour l'envoyer en prison définitivement. Sa voiture est pleine à craquer avec des drogues diverses et variées. Alors Jérémy fait la seule chose qu'il puisse faire, il conduit comme un fou. Jérémy conduit de manière extrêmement imprudente, faisant preuve d'un mépris total pour tous les autres usagers de la route. Les policiers doivent l'arrêter. Des vies innocentes sont en jeu. Et quelque chose de complètement inattendu va se passer, mettant Jérémy à genoux. Peux-tu... En bas! Il est en difficulté. Il semble ralentir. Il ralentit à 60. Et il s'arrête. Montre-moi tes mains! T'as un chien avec toi? Baisse ta vite! Mets les deux mains à l'extérieur de la voiture! Montre-nous ta main gauche, là! Tends la main et ouvre la portière de la voiture à l'extérieur! Garde tes mains en l'air! Sors! Soulève l'arrière de ta chemise et montre-nous! Recule doucement en m'écoutant! Doucement, recule! Main en l'air, jambes croisées! J'ai les menottes! Croise tes chevilles! Après une poursuite d'1 heure, un miracle se produit, Jérémy tombe en panne d'essence. Il se gare, lève les bras et ne résiste pas à l'arrestation. Il est menotté avant d'être emmené en prison. Les preuves contre lui sont accablantes et la course-poursuite d'1 heure à grande vitesse a alourdi ses accusations. Mais Jérémy a un plan pour se sortir de ce mauvais pas. La famille de CJ et l'agent Floyd sont focalisés sur le fait que les détectives ne commettent pas d'erreur et ne laissent pas le tueur s'échapper. Les détectives sont sur le point d'entrer dans la pièce d'interrogatoire. Ce sont les mêmes détectives qui l'ont laissé s'en tirer et lui ont accordé 1 mois de liberté. Jérémy, comment vas-tu, mec? Ouais, je vais bien, ouais. Ok, je suis l'inspecteur House. Et ici, on a l'inspecteur Lips. Nous sommes du département de la police de Dayton. Nous enquêtons sur l'incident impliquant Clayton, ok? Est-ce qu'on peut vous parler? On veut connaître votre version.
Écoutez, j'ai rien fait de tout ça. J'aimerais voir mon avocat. Réalisant qu'il est dans une situation très délicate, Jérémy demande un avocat. Mais heureusement, les preuves contre lui sont suffisamment solides pour que des aveux ne soient même pas nécessaires. L'agent Floyd peut enfin se détendre en sachant que le meurtrier a été attrapé. Pourtant, il n'arrive pas à se débarrasser de l'amertume que les détectives auraient dû être plus réactifs et que cela a coûté la vie à un innocent. Jérémy Van Voorhis est accusé d'agression criminelle, destruction de preuves, profanation grossière d'un cadavre. Il sera condamné entre 22 ans et la prison à vie. Pour la course-poursuite à grande vitesse, 24 mois supplémentaires sont ajoutés à sa peine. Concernant les 2 autres décès mentionnés par les résidents, la police n'a trouvé aucune preuve que Jérémy était impliqué.